C'est parti de FM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec Andreas Becker. On l'a déjà eu sur cette antenne. Il a écrit en 2012 L'Effrayable, en 2013 Nébuleuse, en 2015 Gueule, en 2016 Les Invaincus, en 2019 Hula ou l'effacement, en 2020 La castration. La dernière, maintenant, est un roman participatif aux éditions d'Amba, qui est un éditeur suisse, je crois, oui, suisse. Et qui s'appelle Alcool, mon amour. C'est un roman participatif. Bonsoir, Andreas Becker. Je crois que tu es accompagné avec une femme qui s'appelle Valérie Colomba. Oui, tout à fait. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Alors, Andreas Becker, c'est quoi un roman participatif ? Bonsoir Joël, je suis très content d'être là à nouveau avec vous, l'éditeur. C'est une bonne tradition. Un roman participatif, c'est un roman qui est écrit par un écrivain, donc en l'occurrence moi, mais je ne l'ai pas écrit seul, comme je fais d'habitude, mais je le fais à partir du vécu d'un groupe de personnes anciennement dépendantes. Donc on a constitué ce groupe il y a maintenant presque 3 ans. On s'est vu régulièrement. Et on a décidé des grandes lignes, de la chronologie, des nœuds dramatiques, des personnages, de la position du narrateur, ensemble. C'est-à-dire on a discuté et on a décidé à la majorité, et j'avais une voix parmi d'autres. Et donc j'étais obligé de me plier, on va dire, à ce que le groupe a décidé. Et je suis ensuite rentré à la maison, à plein d'images, de mots, d'histoires, de vécus, et j'ai presque aussitôt écrit. Mais l'écriture, c'est moi seul. Donc, c'est pas on va en parler, mais c'est pas un... Ça n'a rien à voir avec les autres romans où on a des difficultés à lire. Là, ça se lit très bien. Voilà. Comme j'étais obligé de me plier à la volonté du groupe, enfin, c'était les règles du jeu qu'on avait fixées comme ça dès le début. Et comme je voulais que ce livre-là soit plus accessible, plus facilement lisible aussi pour un plus grand nombre, nous avons une intrigue principale qui fait donc qu'on peut lire ce livre beaucoup plus facilement que mes autres livres, bien qu'il y ait des passages de rêve, de pur rythme, de presque poésie, mais comme c'est intégré dans une intrigue principale plus les intrigues secondaires, je pense que c'est émotionnellement même encore plus fort pour le lecteur. Donc il y a Valérie Colomba, Josiane Lecoustre, Bertrand Augereau, José Larifla et Manon Blancpain. Valérie Colomba, vous êtes Valérie dans l'histoire ? Non, dans l'histoire, on ne sait pas qui je suis. En réalité, c'est le but du récit, du roman, c'est qu'on ne sache pas si les bêtises que j'ai faites sont faites dans le livre Sous le nom de Valentin, celui de Claudia ou celui de Jeanne. Donc, naturellement, on sait que je suis une femme, mais certaines bêtises que j'ai faites sont faites par Valentin dans le livre. Et Jean-Pierre aussi. Et Jean-Pierre, bien sûr, c'est le joueur à rugby de Serville. Donc, c'est essentiel ce que dit Valérie tout de suite. Ce ne sont pas des témoignages, c'est une recomposition. Donc, c'est-à-dire, on a pris les différentes histoires et on en a fait une fiction. Quelqu'un qui n'est pas touché par la question de l'alcool peut très bien lire le livre. Enfin, on n'est pas obligé de tromper son mari pour lire Madame Bovary. Donc, donc ici, on peut lire ça comme un livre de fiction, mais il a ce côté de particulier que tout est vrai d'une certaine manière. Mais il faut penser au fameux mentir vrai de ça. Oui, d'ailleurs, il y a une phrase de Duras au départ très très belle. L'alcool ne console en rien, il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu, il ne remplace pas le manque de Dieu, il ne console pas l'homme. Le titre du livre s'appelle Alcool, mon amour. Un oxymore. Un oxymore, Valérie. Oui, c'est-à-dire tout et son contraire, hein, comme Hiroshima, mon amour. Il y a aussi un clin d'œil à Duras que nous aimons beaucoup, que moi j'ai toujours connu en tant qu'écrivaine et que je n'imaginais pas atteinte à ce point. Et quand je suis arrivée, moi, à comprendre que j'étais alcoolique, puisque bien sûr j'étais dans le déni, j'ai voulu porter ce témoignage sur le pathétique de mon histoire, après avoir eu un certain recul grâce à la thérapie. Il m'a fallu une thérapie pour pouvoir faire ça. Je n'aurais jamais pu envisager de rire de moi-même
sans avoir du recul, mais faut-il faire une thérapie pour comprendre pourquoi on boit. Si vous voulez. Il y a toujours une case départ. Donc, à quel moment vous êtes rendu compte que vous étiez alcoolique? Le jour où j'ai fait mon AVC, tout simplement les examens sanguins, puisqu'on m'a posé la question rituelle, buvez-vous? J'ai répondu comme tout le monde, un petit apéritif. Seulement, au vu des examens, ils sont revenus, mais ils m'ont dit, mais c'est pas un apéritif que vous buvez. Donc, est-ce que vous acceptez de voir un psychologue? Les gamins, ils voient les gamins dans le sens? Tout à fait. Je disais que je buvais un verre par an. En réalité, vous voyez devant moi, j'ai un verre presque à moitié plein d'eau. Je buvais plus que ça de vodka et je mettais une goutte de jus d'orange dedans pour colorer. Une seule vodka par jour? Non. Ah non. J'en étais à une bouteille. Ouais. Et je travaillais. Et Ouais. j'avais un enfant. Oui, c'est comme les amis qui vous disent, mais si tu bois une bouteille de whisky tous les 15 jours, c'est pas grand-chose. Mais la bouteille de whisky, peut-être qu'au bout de 15 jours, elle va faire plus que 10 jours et 5 jours, et après, voilà. C'est tout à fait ça. En réalité, ça s'est passé pour moi, en ce qui me concerne, sur 25 ans, après la drogue. Donc, en fait, je suis une addicte. Oui, on est plus sur l'addiction là que sur l'alcool. Oui, dans mon cas personnel, mais ce n'est pas le cas d'Andrea. Et dans le livre, on s'est focalisé sur ma phase alcool. Mais est-ce que tous ceux qui sont dans le livre ont touché aussi à la drogue? Ils ont touché au médoc, hein? Alors, Parce que les médocs, c'est de la drogue aussi. Oui, c'est un peu difficile, on va dire, de parler peut-être pour les autres voix participantes. En ce qui me concerne, je voulais travailler sur l'alcool parce que c'était ma drogue. Donc ton moi, amour. j'étais d'une certaine manière spécialiste d'alcool et après sont venues d'autres drogues dans la discussion, mais moi je ne connaissais pas. Enfin, j'ai très peur de drogue, donc comme je suis pas, j'étais assez trouillard là-dessus, donc je suis resté sur les drogues socialement acceptées et même socialement bien vues, parce que moi je buvais pratiquement que du vin. Sauf que j'étais à la fin à 5 litres de vin par jour. Oui, ça fait pas mal. Donc, tu buvais, ce qu'on dit, tu buvais liquide, tu mangeais liquide, tu mangeais plus. Oh, j'ai dit des conneries comme tout le monde qui est dans ces cas-là. Je disais, le peu que je mange, je peux le boire. Donc ça, c'est typiquement le truc qu'on dit au comptoir. Beaucoup de choses salées, beaucoup de charcuterie, beaucoup de chips. Je me suis jamais autant nourrie de chips que pendant 25 ans. C'est pour ça que j'ai maigri maintenant. Je mangeais beaucoup de salé. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'a dit. Moi, c'était un médicament, l'alcool, pour moi. Moi, je le prenais comme un médicament. Comme un anxiolytique? Oui, c'est ce que j'ai compris avec ma thérapie. C'est-à-dire que j'avais tellement mal, de par d'autres raisons, mon travail, tout ça. J'avais une telle pression que j'avais l'impression qu'en arrivant à la maison, j'avais le droit, donc comme je disais à mon mari, de décompresser. Et pour décompresser, le problème c'est qu'il n'en fallait pas un comme ça. Donc je me cachais pour boire. Mais au début vous en aviez besoin d'un, et puis après il y en a eu deux. Au tout début, ça a été tout à fait normal. Et ça a été très, très désinhibiteur et très agréable au début. Attention, je dis toujours, l'alcool au début, mais c'était super. J'étais rigolote, j'étais sympa, je n'étais pas marquée, j'étais claire le matin. Par contre, au bout d'une dizaine d'années, ça commençait à devenir problématique quand je me retrouvais à anticiper les consommations, donc à transporter dans mon sac des bouteilles en sortant du bureau, en allant chez l'épicier en face du bureau qui, dès que j'arrivais, me tendait la bouteille parce qu'il savait très bien que... Vous vous cachiez? Ah, je me cachais de tout le monde. Personne ne savait que je buvais, et tout le monde le savait à la fois. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il dit Valérie, c'est tout à fait ça. Au début, ça semble être une solution à un problème donné, ou c'est même une solution. En tout cas, et petit à petit, parce que l'addiction n'est pas tant une question de quantité, parce que là on dit, bon, une bouteille ceci, 5 litres de vin, mais c'est pas ça qui fait l'addiction. L'addiction, c'est que en permanence, vous y pensez. Vous calculez tout. Je dois prendre le train. Vous ne prenez pas le TER, vous prenez le TGV, parce que dans le TGV, il y a un bar, et dans le TER, il n'y a que des chocolats, il n'y a pas d'alcool. Vous allez dans un pays, en vacances, j'allais au Maroc, et je me dis, oh là là, au Maroc, comment je vais faire? Il n'y a que des coca, donc il faut aller dans un hôtel où il y a le vin.
Le pass qui te donne droit à tous les alcools. Oui, c'est ça. Donc, en tant qu'étranger. Mais on réfléchit en permanence. Comment je vais faire ce soir? Je vais laisser une demi-bouteille parce que demain matin, les magasins vont ouvrir qu'à 9 h ou dimanche matin peut-être 10 h. Donc, il me faut un verre avant. En permanence, on devient complètement esclave du produit. C'est la même chose avec les cigarettes, hein, je te signale. Mais un peu moins je peut-être. pense, non, mais je pense que ça peut être, ça dépend des doses. On anticipe sur le nombre de paquets, sur... Oui, mais on a moins honte quand on va chercher un paquet de cigarettes que quand on est une femme. Il y a une petite secrétaire qui va chercher son... Le regard de la société n'est pas tout à fait le même. C'est pas le même. Moi, j'avais très peur que la caissière ou le caissier me remarque. Et le pire, c'était dans certains magasins Super U, pour ne pas les nommer, où ils enferment les bouteilles. Oui, c'est ça, il faut les demander à la caisse. C'est Marcel, passe la clé pour un. Pourquoi un gin? Non, une vodka absolue. Voilà. Oui, c'est très drôle ça. Mais c'est toujours en sous-clé. Hein. Alors, ceux qu'on le ressent là tout de suite, notre groupe qui a été constitué a eu 2 règles fondamentale. La première règle, tout ce qui est dit est public. Dans un groupe de parole, normalement, tout ce qui est dit est confidentiel. Nous, on a fait le contraire. Et deuxième règle, dans un groupe de parole, il faut qu'on parle en son propre nom. On commence les phrases par je fais ceci. Or, nous, on a fait le contraire. On a dit on peut mentir, on peut raconter n'importe quoi, parce qu'on projette sur un personnage. Et on voit tout de suite le résultat, une sorte de liberté de parole, de bonne humeur, parce qu'on a ri, parce qu'on s'est tout dit. Et dans un groupe de parole, on ne peut pas toujours tout dire. Il y a des sujets qui restent un peu tabous, parce qu'on est obligé, on ne va pas dire je me suis retrouvé cul nu en bas dans un parc. C'est quand même un peu gênant de dire ça devant 30 personnes. Tandis, c'est qu'on nous interdit, enfin on nous interdit pas, mais on ne nous encourage pas à faire ce genre de... Dans les halles, anonymes, Tandis que dans notre livre, on dit... Lui, le personnage. Oui, c'est ça. Mais comme c'est un personnage fictif, il n'y a pas de risque qu'on va le blesser ou qu'on va... Non. Donc on dit, lui, il s'est retrouvé comme ça, il a vomi, il a fait ceci, il a battu sa femme, il a renié ses enfants, il a fait ceci. Elle aussi, parce que c'est un couple alcoolique. Elle s'est saoulée comme ça, elle est tombée, elle s'est jetée nue ou habillée dans une piscine la nuit. Non. Et on n'a jamais interrogé dans notre groupe, est-ce que tu as vraiment vécu ça? Non, c'était pas la question. Il y a une grande chance qu'il l'ait vécu, ou alors ils inventent des histoires. Évidemment. Alors il y a quoi? Il y a 3 hommes, 3 femmes, hein, oui, c'est ça? On a tenu à avoir une égalité. Enfin, quand je dis on, ce projet est entouré depuis le début par 2 médecins addictologues, une psychologue. Et avant qu'on se rencontre dans notre groupe, donc depuis 3 ans à peu près, j'ai travaillé presque 1 an pour établir les règles du groupe, les règles du fonctionnement. Enfin, c'est pas tellement moi, c'était surtout les médecins addictos, pour faire en sorte que tout ça se passe un peu dans un espace un peu protégé. Parce que comme disait Valérie tout à l'heure, il fallait quand même avoir fait une thérapie avant pour pouvoir se lancer dans un tel projet. Donc est-ce que les addictologues et les médecins étaient présents quand vous vous rencontriez? Non. Non, c'est une bonne chose. Quand on a commencé le roman, j'ai dû passer par le cadre de l'association d'Acerma de réinsertion des addicts, par une psychologue, pour qu'elle s'assure de ce que j'étais bien abstinente et que j'avais les idées en place. Abstinente depuis là 3 ans? J'ai jamais retouché à l'alcool. Depuis 3 ans? Plus de 3 ans. Plus de 3 ans. 3 ans et demi. Et Andrea? 5 ans. 5 ans. Ouais. Donc les médecins addictologues n'étaient pas présents, donc ça s'est passé entre nous, nos histoires qu'on s'est racontées. Par contre, d'abord, moi j'avais un numéro de téléphone de secours, je pouvais appeler si jamais je vois qu'il y a des problèmes, parce qu'émotionnellement c'est très fort. C'est pareil chez les alcooliques anonymes. Et on avait aussi, et on les a toujours, une sorte de supervision. Donc là, dans 2-3 jours, on a une réunion, tout le groupe, avec les médecins addictologues, pour évoquer un peu la question. Maintenant, le livre est là, physiquement. Qu'est-ce que ça nous fait émotionnellement? Comment est-ce qu'on va digérer Alors, qu'est-ce que ça vous fait émotionnellement? Ah, c'était... Enfin, Valérie, toi. Moi, ça me fait un plaisir inouï. Que ça marche ou que ça marche pas, je m'en moque en réalité. J'ai réussi à faire quelque chose de cette... comme c'est une sorte de résilience. J'ai touché le fond, je crois.
qu'on ne pouvait pas aller plus bas. J'ai dû me reconstruire physiquement, intérieurement, arrêter de travailler, puisque j'ai fait, je vous dis, un AVC suite à l'alcool, donc plus de travail, plus rien. Et il faut les meubler, les journées sans alcool. Et sans travail. Et sans travail. C'est très long. Donc, en tous les cas, vous avez de la chance parce que vous en êtes bien sorti, il n'y a pas de séquelles. Si, j'ai fait un AVC ischémique, donc je boite toujours à gauche. Et puis, en venant ici, je me suis encore perdue avant d'arriver. J'ai des problèmes d'orientation, si vous voulez, qui restent, même malgré l'orthophonie. Mais j'ai pas du tout à me plaindre au niveau... J'ai récupéré, j'arrivais plus à lire. J'ai entièrement récupéré. Vous en sortez bien. Et je suis très passionnée par la lecture depuis toujours. J'ai toujours écrit. Et je faisais autre chose parce qu'il fallait bien manger. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas m'y remettre? Désolée pour le chien qu'on entend à côté, c'est les tout un petits. Yorkshire. Un Yorkshire. Les York, ils adorent râler, c'est pas grave, on leur a en bruit de fond. Quel âge le plus jeune, quel âge le plus âgé? C'est moi le plus vieille, 61, 62. C'est vrai, moi j'ai 59. Et les plus jeunes? Manon, qui était notre stagiaire au début et qui est restée avec nous depuis, elle doit avoir maintenant 22, 23 ans. Oui, mais elle n'est pas alcoolique, elle. Non. Oui. Donc on a voté, en fait, là aussi, parce que normalement il fallait être alcoolique pour être admis au groupe. Et donc on en a discuté, on a voté et on l'a accueilli bras ouverts dans le groupe. Et donc, bon, elle a pu raconter des choses qu'elle n'a pas vécues. Non. Elle a, en fait, c'est quelqu'un qui est, malgré son jeune âge, d'une maturité absolument incroyable. Elle a tout compris. Je ne sais pas, Joël, il faudrait que vous l'invitiez pour parler avec elle. Peut-être elle avait des gens dans sa famille qui étaient comme ça. Peut-être. Je ne sais pas où elle a puisé, je pense pas, je ne sais pas où elle a puisé cette empathie, cette compréhension. Et pour nous, c'était extraordinaire avec elle, on est toujours ensemble. Et ensuite, les autres, je ne connais pas exactement l'âge, peut-être à partir de 40, 50. Oui, je pense Bertrand, au début, il avait 50 ans à peu près. Oui, il faut déjà des gens qui soient passés par là, qui en soient revenus, qui soient abstinents depuis un certain nombre d'années, donc il faut déjà... C'est ça. Maintenant, c'était pas possible, elle était trop jeune. Vous savez, maintenant, il y a des techniques de... Comment je pourrais dire? D'alcoolisation. D'alcoolisation très rapide. Et les jeunes boivent énormément, c'est-à-dire 1 litre, mais... ah oui, ils prennent les toutes petites choses, là, je les ai vues. Sec, ils boivent. Même les toutes petites doses, les là, petites shots. C'était quand même à la file. Oui, mais ça, on le faisait aussi quand j'étais jeune. En fait, moi, j'ai commencé à boire à... Le bruit du brunch drinking. Voilà. Moi, je pense que j'ai commencé à 16-17 ans, à peu près. Et le jeu, c'était sur une table, on appelait ça boire à mètre. On posait un verre de whisky, en plus cognac, donc tout mélangé à 5 cm de distance sur 1 mètre, ça faisait 20 verres. Et personne n'était capable de boire les 20 verres. On tombait tous avant. C'était le jeu. Donc, celui qui pouvait aller le plus loin. C'était un homme. Celui qui arrivait au bout. C'était un homme, exactement. Alors moi, j'ai fait pire quand même. Parce que moi, on faisait des cercueils. C'est-à-dire que j'avais 17 ans aussi. Et alors, on mettait des doses, mais dans le même verre. Du tout mélangé. Et celui qui perdait un jeu, je ne sais plus à quoi on jouait, devait boire le verre. Naturellement, comme je ne suis pas douée au jeu... Et évidemment, celui qui perd, il doit boire. Et donc, comme il a bu, il perd. Et les autres se moquent de lui. Je soupçonne que je faisais un petit peu exprès de perdre des fois. Oui. Et je me retrouvais dans un état un jour où on a dû me ramener en autobus chez mes parents, me mettre sous la douche. Et là, j'ai un blackout un peu. Ouais, il faut faire attention. Il y a eu des comas éthyliques aussi chez les gamins. Oui. En fait, ça commence très tôt, mais nous aussi, on avait commencé très tôt. Au début, on est presque... Mais la différence entre les personnes qui deviennent ensuite addictes et les autres, c'est très souvent, ça s'arrête. Ce sont des jeux, on fait des conneries quand on est jeune et tout ça. Or, nous, on ne s'est pas arrêté. Oui, ça s'arrête ou ça s'arrête et ça revient quand on a un problème. Ça peut revenir. S'arrêter et revenir à un moment où on est mal dans sa peau, quand le couple déconne. Oui, mais tu peux aussi boire parce que tout va bien. Tout devient en fait prétexte. Excuse. Il n'y a plus strictement, en tout cas pour moi, il n'y avait
strictement plus rien qui n'avait de l'importance. Quelqu'un ici m'aurait dit, Andreas, avec un peu de bonne volonté, ne t'es quand même pas obligé de finir la bouteille de vin. J'aurais dit, la porte, elle est là. Je garde la bouteille. Ouais. Donc, c'était ça, alcool, mon amour. Ma maîtresse, mon amour, à la fin, c'était de l'alcool. Et ce qui peut sauver, dans mon cas, c'était l'amour d'une femme, en l'occurrence, donc d'une autre personne. Et c'est un peu ça le sujet du livre. Quel amour est plus fort? L'amour du produit ou l'amour entre deux êtres humains? Et le livre est construit sur cette question-là. Moi, je me souviens que j'ai eu une relation extrêmement désagréable avec mon mari, qui ne voyait pas tout ce que je buvais puisque je me cachais, et qui m'a surprise un jour en train de me reverser, toujours dans le même verre, verser d'abord le jus de fruits, et ensuite l'alcool pour qu'il ne voit pas trop les quantités. Ah bah tu y vas un peu fort, Valérie, mais t'es pas mon père, t'as rien à me dire, on n'est même pas mariés, donc ferme ta gueule. Oui, ça rend agressif. Et ça rend très agressif, surtout quand on touche au point, c'est-à-dire qu'il avait touché le point sensible, quoi. Je ne voulais pas voir que j'étais alcoolique, j'étais dans un déni absolu, qui n'a été soulevé que grâce à l'art de la thérapeute. Grâce à l'AVC surtout. Aussi, vous faites très bien de le dire, parce que sans l'AVC, c'est une bénédiction. Quand je regarde ça maintenant, là où j'en suis maintenant de ma vie, 3 ans et quelques. Comme avait dit l'orthophoniste, votre qualité de vie va s'arranger. Vous aurez une meilleure qualité de vie. J'ai rien compris sur le coup. Mais oui, parce qu'on n'imagine pas comment peut être la vie sans l'alcool. Tout notre emploi du temps est fondé sur ce qui va se passer le soir, ce qui va se passer le lendemain. Et le week-end, et quand je pars en Espagne, mon Dieu, comment je vais faire là-bas? On prend des bouteilles dans la valise. Et pourquoi en Espagne on peut non, boire mais ça? je dis n'importe quoi. Ça vaut en Espagne, c'est pas... Oui, mais quand on est en famille avec son partenaire, avec ses enfants, où est-ce qu'on cache les bouteilles? Comment est-ce qu'on... Eh ben dans son sac et on boit au boulot, c'est ça, vous avez dit tout à l'heure que vous mettiez ça dans un verre, mais en général les femmes elles disent qu'elles mettent ça et qu'elles boivent au boulot, elles ont même pas besoin de verre. Moi j'ai jamais fait ça au boulot, par contre ni jamais au travail, parce que c'était déjà assez pénible comme ça au travail, si j'avais été libre au travail ça aurait été l'enfer. Par contre en sortant, oui, pour décompresser. Parce qu'il fallait bien que je trouve une raison, une excuse. Mais bon, j'avais de la pression, effectivement. Et puis j'avais aussi la pression artérielle. Faut pas oublier les côtés physiques de l'alcool, 22 de tension quand même. D'autres ont eu des choses épouvantables physiquement. Et c'est difficile après de se remettre. C'est difficile, moi ça m'a pris 43 ans et demi. Physiquement, le dos, la tête. Deuxième partie de cette au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. Nous continuons notre parcours du livre Alcool, mon amour d'Andreas Becker, qui est un roman participatif aux éditions d'en bas, avec aussi Valérie Colomba. On va parler des signes, enfin ça se voit, un alcoolique ça pue, ça sent très fort. Votre mari vous dit qu'il ne sentait pas, mais je veux dire... Moi, j'ai eu un alcoolique qui a vécu chez moi à un certain moment. J'habitais dans une maison, je descendais du premier étage, tout était embaumé. On ne pouvait pas ne pas le sentir, ça sentait très très fort. Ah, si je peux relever, c'est qu'avec le vin, oui. Même moi, maintenant, je peux vous dire tout de suite si quelqu'un boit du vin. On exude le vin. Ah, comme là, oui. C'est vrai qu'il buvait du vin, lui. Mais moi, je buvais de la vodka et du gin. Et ça, en fait, j'appelais ça mon TGV. Tequila, gin, vodka. Ça va plus vite. Mais c'était ça, le but, c'était de, excusez-moi, passer mon expression, de me défoncer la tête. Je n'en pouvais plus de ma journée de travail. J'avais la gosse en rentrant le mari, TGV. Le truc qui va vite et fort et loin. Alors j'avais une autre stratégie, mais c'était évidemment complètement bidon aussi. Je buvais un verre de vin devant ma femme, comme ça, tout de suite, en arrivant, tout de suite. Comme ça justifiait l'odeur. Et derrière, je pouvais, en réalité, mais comme ça, tu veux un verre, comme Valérie disait tout à l'heure, pour décompresser après le travail, et un verre de blanc pour le poisson, un rouge pour le fromage, et un autre rouge pour la viande, et tout ça. Donc comme ça fait déjà 2 bouteilles pour le repas. Oui, mais surtout en arrivant, tout de suite, aller un petit verre de rosé pour justement éviter. Mais en fait... Mais ça sent la nuit, c'est-à-dire que le corps, la nuit... Mais tout le monde sait. Mais oui. Mais Joël, vous posez la question en fait un peu plus large des personnes qui entourent la personne alcoolique. Et si je retravaille sur ce sujet,
J'ai envie de travailler avec des gens qui n'ont pas connu le problème de l'intérieur comme nous, mais qui entourent. Parce que c'est un sujet qui est encore pas tout à fait assez exploité. Il y a peu de groupes d'entraide. Moi, je connais plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, mais je vis avec quelqu'un qui est alcoolique, qu'est-ce que je pourrais faire ?» La meilleure chose, ce sera d'aller dans un centre, comme nous, on avait besoin de thérapie. Ces personnes-là aussi ont besoin de thérapie, d'aide, Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas comme alcooliques. Il faut déjà qu'ils se reconnaissent comme alcooliques. Non, les personnes qui entourent, ils ne sont pas alcooliques. Oui, non, mais les personnes... moi, ça m'est arrivé avec une amie de vouloir lui proposer mon aide. Elle ne veut pas, elle ne se reconnaît pas comme alcoolique. Donc, elle m'envoie chier et puis elle me dit laisse tomber. Mais Joël, on ne peut pas, enfin, ça on peut oublier, à mon avis. Quand on vit avec quelqu'un qui est alcoolique, celui qui est le moins bien placé, c'est la personne qui vit juste avec. En général, ils s'en vont. Hein. C'est ce qui s'est passé pour elle. Moi, il faut aller dans un centre, il faut être entouré par des personnes professionnelles, il faut qu'il y ait quelque chose qui vient de soi-même quand on est alcoolique. Ça ne peut pas venir de l'autre. Donc l'autre... Qu'est-ce qu'il peut faire? Pas grand-chose. Attendre, essayer d'en parler, mais quand? Ou j'avais pas assez bu, donc j'étais de mauvaise humeur, ou j'avais trop bu, j'étais de mauvaise humeur aussi. Donc trouver le bon moment, il n'y en avait pas beaucoup pour me... Et pour moi, je savais pendant 20 ans que j'étais alcoolique. Oui. C'était pas la peine de me le dire. Oui. Je savais très bien. Oui. C'est pas... Pour moi, c'était venu à un moment donné, c'était mon médecin, une jeune femme médecin généraliste, qui m'a donné un numéro de téléphone et ça se voyait gros comme ça dans mes analyses de sang. Ça se voyait sur le visage sur aussi. Le visage, sur tout, surpoids, enfin, sur l'hypertension, sur les problèmes de rythme cardiaque, enfin tout ce qui va avec. Et elle m'a donné un numéro de téléphone et elle m'a dit, le jour où vous vous sentez prêt, vous les appelez. À quel moment vous vous êtes senti prêt? En fait, j'ai fait plusieurs allers-retours pendant plusieurs années. Je voulais le faire seul, par fierté, histoire de un peu de bonne volonté, on sort de ça. Ça, c'est parfaitement impossible. J'étais allé voir un psychiatre qui s'était mis dans une position un peu de concurrence avec quelque chose qui jouait comme ça, donc c'était la passe aussi. Je fais une psychanalyse. C'est un long et très intéressant sujet, psychanalyse et addiction, ça irait beaucoup trop loin pour notre émission. Il faudrait faire des colloques sur cette question. Est-ce que la psychanalyse peut aider ou est-ce qu'elle apporte plutôt du mal dans la question? Est-ce qu'on se noie dans l'alcool après avoir vu tout ce qu'il ne fallait pas voir? Donc, je savais que j'avais ce problème et je savais que je ne m'en sortais pas. Et est-ce que vous avez essayé de faire des cures de désintoxication, ces fameuses cures? Moi, j'en ai pas fait, non. J'étais avec ma compagne qui souffrait énormément de cet état de mon alcoolisme. Et je voyais qu'elle souffrait, je voyais que tout ça, ça pouvait pas aller beaucoup plus loin, on pouvait rien construire. Et ma foi, un jour, j'ai pris mon courage, je suis allé dans ce centre qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris, qui s'appelle Cap 14. Et la première personne qui vous accueille, c'est pas la psychologue, c'est pas le médecin addictologue, c'est une femme qui fait l'accueil. Et c'est un rôle primordial. On ne met jamais en avant assez ce personnel-là, ces gens-là, parce que j'avais un trouille, pas possible. Ça veut dire que pourquoi j'y vais, en fait, comment ils vont me regarder, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Elle était formidable. Pas de jugement, rien du tout. Asseyez-vous, on va regarder. Elle a pris ça comme quelqu'un qui prend un rendez-vous chez le dentiste parce qu'il a mal aux dents, ou chez le dermato parce qu'il a une tache sur la peau. Mais c'est une maladie. Hein. C'est une maladie. Et j'étais accueilli chez quelqu'un qui s'en occupe comme une maladie. Donc elle m'a donné rendez-vous comme chez un médecin et j'ai vu le médecin la semaine d'après. J'avais rendez-vous. Et c'était traité comme une maladie. C'est la première fois que j'ai compris, Andreas, c'est pas un problème de maladie ou de ta petite enfance ou de culpabilité ou de honte. Tu as une maladie. Une maladie. D'autres personnes ont d'autres maladies. Et maintenant, on va s'occuper de ta maladie. Voilà. Et la première étape, c'était ça. La deuxième étape, c'était de se dire, alcool, tu es plus fort que moi. J'abdique. Et jamais dans la vie, je voulais abdiquer devant quoi que ce soit. Donc là, la première fois dans ma vie, je me suis dit, je suis devant un mur et je n'ai aucune chance. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, pardon. Et l'étape suivante, et là, j'ai mis longtemps, c'était une autre phrase, je suis plus faible que l'alcool.
Et là, c'était la première fois de ma vie que je me suis dit, j'ai le droit d'être faible. Ouais, c'est la dépendance. L'indépendance, c'est ça. J'ai aucune chance. Il y a quelque chose qui est plus fort que moi. C'est pas grave. C'est comme ça. On va s'en occuper. On va faire avec. On va pas en faire tout un drame. Donc, ensuite, thérapie, psychologue, groupe de parole, relaxation, hypnose, peu importe. On peut aller où on veut quand c'est bien encadré par des professionnels. Et petit à petit, Joël, on peut, c'est pas facile, mais on peut s'en sortir. Et là... Sans cure de désintoxication. Pour moi, c'était sans cure. Ouais. Moi, je n'ai pas eu le droit, puisque j'étais en soins intensifs en neurologie, et que quand vous êtes en neurologie, ils ne vous donnent rien, même au vu des résultats spectaculaires au niveau de l'alcool, pour le manque, enfin pour le sevrage. Est-ce qu'il y a une grande souffrance? J'ai pas eu de souffrance physique très claire parce que c'était mêlé à l'hémiplégie. Donc je savais pas trop si c'était des douleurs neurologiques bien entendu, et puis la bouche qui tombait, la confusion mentale. Je savais pas s'il fallait mettre ça sur le compte de l'AVC, et eux non plus. Donc je n'ai eu aucun sevrage. Pas de sevrage, pas de Valium, pas de Valium, je pas sais tous que- les médicaments qu'on trouve. Aucun médicament, rien. J'ai juste bu un grand verre de vodka avant de partir aux urgences. Je suis arrivée, je dis faut absolument que je sois au travail lundi, parce que mon obsession c'était de pouvoir ressortir pour reboire. Et elle m'a dit mais vous faites un AVC, je sais quoi. Elle m'a dit mais regardez vos mains, j'avais plein de traits sur les mains. Et j'ai pas compris, ils m'ont fermé. Vous êtes arrivée toute seule aux urgences? Oui, mon mari m'a emmenée là-bas. Et il n'a même pas pu rentrer il a fallu qu'il me fasse passer mon sac par un infirmier. Je suis restée une dizaine de jours en soins intensifs. Évidemment, le 11e, j'ai couru à la cafétéria de l'hôpital Bichat. Pour chercher de l'alcool? J'avais jamais été dans un hôpital de ma vie, j'avais jamais vu un médecin. Et donc j'ai été voir, quelque chose à voir. Il n'y avait pas? Ah ben non. Non, il n'y a pas dans les hôpitaux. Avec ma perf, j'étais toute nue sous mon machin bleu. J'avais des machins qui collaient. Il n'y a même pas de la bière, je crois, dans les hôpitaux. Et non, je peux vous dire. Ouais, que... et c'est bien. Et il n'y a pas de cigarette non plus. On ne peut pas acheter de cigarettes. Non plus, on peut en taper, mais on ne peut pas taper de l'alcool. Donc je me suis dit, comment je vais faire? Je vais sortir avec ma perfusion. Vous savez, un truc pour le cœur, un Doppler, je pense que c'est. J'étais en constante à l'épicerie du coin. Oui, j'y ai pensé, figurez-vous. Mais c'est que j'y ai pensé. Et j'ai calculé le trajet jusqu'à la supérette à côté des pompes funèbres. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour traverser avec la paix? Surtout avec la chemise de nuit ouverte dans le dos. Bah oui. Je crois que là, je me suis dit, non, tu vas te faire griller. Bon, tu vas essayer. Tu vas pas y arriver. D'abord, tu n'y arriveras pas. Tu peux pas vivre sans moi. Tu vas essayer quand même. Et on m'a parlé de groupe de parole, je fais n'importe quoi. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a d'autres êtres humains que moi avaient vécu ça, dont Andrea. Est-ce que c'est là que vous êtes rencontrés? Non, comment vous êtes rencontrés? Dans un groupe de parole. Je lui ai dit après le groupe, je trouve que tu parles très bien, tu devrais écrire. Et c'est là qu'il a dit je suis écrivain. Et c'est là que j'ai lu ce qu'il avait écrit. En fait, quand on arrête de boire, il se passe beaucoup de choses surprenantes. Le cerveau est assez pervers là-dessus. On peut se réveiller, on a une gueule de bois. Comme c'est pas possible. Le nombre de fois que je me suis réveillé, je me suis dit, oh non, j'ai bu, c'est quand même pas possible, j'ai une gueule de bois. Et en vérité, il n'y avait pas d'alcool. Pas du tout. Et 2 minutes après, ça a disparu. C'est juste un flash comme ça dans le cerveau. C'est une mémoire, une empreinte de mémoire. Oui, empreinte dans la mémoire. Et ça disparaît assez vite. Et dès qu'on arrive à en rire un peu, ou d'autres effets que j'avais, on parle beaucoup d'AVC, de rythme cardiaque, d'hypertension, tout ça. Mais moi, j'avais plein de petits pépins. Une tendinite, des crampes, un peu mal à la tête, un peu mal à l'oreille, tout ça. Donc un jour, et ça a duré longtemps, un jour je suis allé voir mon médecin addictologue et je me suis dit c'est quand même curieux, maintenant je bois plus et maintenant j'ai mal. Ah oui, ça. Et elle m'a dit non, avant vous aviez déjà mal aussi, mais vous l'avez pas senti. C'est ça couvre la douleur. Donc elle m'a dit ça va durer à peu près 6 mois, comme ça votre corps aura besoin de s'adapter, de tout ça, donc prenez votre mal en patience. Et après, j'en ai un peu ri. Moi, je marchais un peu.
Et c'est pas aussi quand on se décale un peu, et la littérature fait ça. Qu'est-ce que fait un écrivain? On écrit sur sa propre histoire ou sur une histoire vécue ici, mais on l'écrit d'un point de vue un peu décalé. On fait de la littérature, on ne fait pas de la vie. Et c'est le même processus dans une thérapie. Quand on se décale un peu, quand on rit un peu de soi-même, quand on dit, bon, c'était quand même avec mon cul nu là dans l'hôpital, sous le truc, sous la blouse bleue, c'était quand même pas très élégant, quoi. Quand on est capable de prendre ce détachement-là, on a fait un pas immense dans sa propre sortie de l'addiction. Parce que sous le produit, on prend tout au premier degré. Ouais. On est incapable de... Mais je comprends maintenant pourquoi ils mettent des blouses bleues fendues dans le dos. C'est pour que les gens ne se sauvent pas. Parce que... Mais ça, c'est... Mais oui. Je suis très fière de pouvoir rire de ça. Je trouve ça très très drôle, pathétique. Sur le coup, c'était pathétique. Le 22 février, c'était pathétique. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, lors de toutes nos réunions de préparation du roman, qu'est-ce qu'on a ri? Ouais. Il y avait aussi, par exemple, en détachement, par exemple, un autre exemple, j'étais au restaurant avec ma compagne l'autre jour, il y avait un plat que je voulais manger, et le serveur a dit, oh, ben, c'est du veau, enfin comme ça, cuisiné au vin blanc. Oui. Bon. Il y a à peu près, même encore 6 mois, j'aurais refusé le plat. Oui, parce qu'on dit que dès que vous reprenez de l'alcool, même dans un sirop, etc. Voilà. Donc c'est dangereux. Et là, ça passait un peu comme... J'ai tiqué à peu près 2 secondes, et je me dis, bon, j'ai envie de manger du veau, donc je vais manger le veau. Et dans ma campagne, après, elle avait enregistré ça, après elle m'a dit, tu avais entendu ce qu'il avait dit le serveur? Je dis, oui, j'avais entendu qu'il avait... que c'était au vin blanc. Et ça t'a pas fait? Je dis, non, parce que j'avais envie du plat. Et elle m'a dit, mais t'as fait un pas en avant, là, énorme. Parce que t'es même plus obligé aujourd'hui de refuser comme ça. Tu passes pas... Évidemment, je ne pourrais pas boire un verre de vin, ça c'est exclu. Mais le fait que ça soit cuisiné, comme ça, il n'y a pas plus d'alcool dedans. Mais... Peut-être pas les sirops, hein. Ils disaient de ne pas reprendre des sirops qui sont très alcoolisés. Ah, mais rien de les sirops pour la toux, il faut se méfier. Ah, mais non, là c'est autre chose. Alors, je connais aussi un rayon sur la codéine et tout, si vous voulez m'interroger. C'est pas du toxicomane. Non, mais moi par exemple, des crêpes faites avec, je sais pas, un peu de rhum dedans, ça rien. Enfin, mais il suffit qu'il y ait un peu d'alcool, ça m'a jamais fait peur, parce que moi je n'aime pas l'alcool. En fait, c'est ce que j'avais dit à Andrea. Je déteste l'alcool, je ne supporte pas l'odeur d'un verre de vin. Un verre de vin blanc, c'est dégueulasse pour moi. Le rosé, n'en parlons pas. En fait, je n'aime que les alcools qui défoncent vite et bien, genre des stops. Mais je n'ai aucun amour, contrairement à certains de mes camarades. Pour le goût du vin, des choses comme ça. Andrea, je ne sais pas si je peux dire, mais avait du palais. Ouais, c'est ça. Moi, vous me donnez du Picrate ou un Bordeaux, déjà je ne les bois pas parce que l'odeur m'insupporte, mais je suis nulle. Donc ça m'a peut-être aidé quelque part. Ou pas, je ne sais pas. En fait, je pense qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait et qu'on arrête de se mentir à soi-même. Ouais. Non, moi j'avais la cave à vin. Et c'était très ritualisé comme ça, un cave à vin. Aujourd'hui, on boit un Rhône. Ah, un vin de Rhône, c'est très bien, mais il faudrait quand même essayer le Bordeaux aussi. Au Rhône Nord, Rhône Sud, un blanc, comme ça. Le seul objectif, c'était de boire le plus de bouteilles possible. Mais c'était dans un cadre très policé comme ça, assez aisé, j'avais de l'argent. Oui, ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain. Oui, voilà. Mais ça finissait régulièrement, quand les invités étaient partis, je finissais les bouteilles. Hein, donc, où je faisais la cuisine, comme ça j'avais une bouteille dans la cuisine, où j'aimais beaucoup faire le service aussi à table, comme ça je pouvais partir en cuisine régulièrement et refaire Ça, c'est vrai que ça marchait bien. Ah bah oui. Tu veux que je te débarrasse? Hop, la cuisine. Faire la cuisine, sauf que moi je ne la faisais pas. Je faisais pas la cuisine, parce que je faisais plus rien. Mais il y a ce côté se cacher quand même. Ah, les femmes surtout. Mais les hommes aussi. Oui, il y a nous, en fait, pour les hommes, ça c'est un sujet sur lequel j'aimerais encore travailler. Qu'on a abordé un peu dans le livre aussi, la différence entre les hommes et les femmes face à l'alcool. Nous, en tant qu'hommes, on a un peu l'avantage, on peut aller dans un bar et picoler, et en plus on peut picoler caché.
Pour les femmes, Non, aujourd'hui, non. pas nous. Nous, j'ai Non. jamais bu de ma vie dans un bar. Il y a des femmes dans les bars. Oui, Ouais, mais pas moi. elles sont traitées, excuse-moi de l'expression, comme des salopes. Elles sont peut-être pas comme des salopes, mais comme des pauvres femmes. Oui, c'est encore pire. Mais... C'est-à-dire, il y a des femmes dans les bars, mais je veux dire, on- pas forcément comme des salopes, mais comme des épaves. Oui, Voilà. ouais, mais un mec qui picole, qui boit un peu trop, ça reste comme ça, et tandis que la femme... Et la femme, c'est une épave. Voilà. Une épave ou une pochetronne. Oui, ben c'est pareil. Voilà, c'est absolument abominable. Parce que les hommes aussi, c'est des pochetrons. Hein. Oui, mais le monde Oui, s'en mais- moque. Le monde s'en moque. Il ne voit que la fille qui en plus peut être une mère, donc forcément une mauvaise mère. Ça implique tout un tas de choses d'être une femme alcoolique. Il faut savoir gérer par rapport à son enfant. Moi, j'ai fait supporter des choses à ma fille. C'était pas terrible, hein, mais j'étais assez irascible. J'avais un petit peu vite avec les devoirs. Elle a tout compris. Elle a 33 ans maintenant, mais elle a tout compris maintenant. Enfin, depuis 3 ans que je lui ai raconté. Je me suis rendu compte, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que toute la famille le savait. Toute la famille savait que je buvais. Sauf la fille, sauf les enfants Non, jeunes. sauf moi, surtout. Oui, les enfants, c'est difficile, les enfants. Les enfants, ils ne se rendent pas compte, mais ma fille s'en était rendue compte. Elle avait déjà 13-14 ans qu'elle s'en rendait compte que dès que je rentrais, c'était un rituel. Et c'est très difficile ensuite à couper ce rituel, hein, le rituel du 6 heures. C'est ça ce que je parlais de l'alcoolisme, Le des femmes de 18 heures. 50 ans qui se retrouvent à faire le repas le soir et qui finalement il n'y a plus d'enfants dans la maison et qui se prennent un petit verre de vin pour se consoler et ça peut démarrer tard, hein, l'alcoolisme, ça n'est pas forcément jeune. Hein. Non, ça peut démarrer. Là aussi, dans un premier temps, c'est une solution pour un peu oublier la solitude et après ça devient Un médicament. Un amour, médicament, ouais. moi, amour, ça, jamais, un amour maladif, c'est- une sorte de haine-amour. Oui, c'est une façon de se faire Plus plaisir ça. à soi, peut-être aussi. Ces femmes qui sont seules, que le mari qui ne rentre pas forcément tôt. Alors, la notion de plaisir, je peux vous dire, Joël, chez moi, je fermais les volets chez moi, je n'ouvrais pas le courrier, je me mettais sur mon canapé, je gisais pendant des heures sur mon canapé avec mon cubi de vin dans la cuisine. Mais là, vous étiez seul, il n'y avait plus de femmes. Non, mais j'étais seul, évidemment. Ouais. Ça, je voulais voir personne. Je ne répondais pas au téléphone. Le seul objectif, c'était d'oublier le temps qui passe, de se saouler le plus vite possible. Donc, je commençais à 11h du matin, ou même un peu... Ouais, et l'objectif, c'était l'oublier le temps qui passe. En fait, me tuer. Oubliez quoi? Oublier que j'existe. Oublier qu'on existe et qu'on a mal. Ouais. On ne sait pas où on a mal. Oublier que j'existe. C'est ça. En fait, c'est à un moment, quelque chose qui se cache derrière, c'est la honte d'exister. Donc, on se détruit. Alors, dans le livre, on aperçoit un peu les raisons qui ont fait que Valentin boit. On aperçoit aussi les réponses de... C'est pas une Valérie, comment elle s'appelle? Jeanne boit. Moi, ça me fait penser à des gens que je connais autour de moi, que j'arrive pas à aider. Et moi, je pense qu'elle a honte, beaucoup dans l'alcool. Mais qu'est-ce que j'avais honte. Une fois, un médecin est venu chez moi parce que je n'avais pas de médecin traitant, parce que j'avais trop peur qu'il voie que j'étais alcoolique, donc j'avais une bronchite, impossible de sortir. Il vient chez moi et il m'ausculte, et puis il me regarde et il me dit « Vous en êtes à combien de café Calva ?» J'ai trouvé ça d'une violence. Et il me dit, vous viendrez me voir à mon cabinet? Je dis, je crois pas. Vous n'êtes pas allé, non mais moi c'est pas de cette honte-là que je parle, c'est de la honte qui a amené à ça. La honte qui a amené à ça, c'est-à-dire que derrière tout ça, il y a la honte. J'ai l'impression qu'ils sont tous honteux ou toutes honteuses de leur enfance, de comment on les a perçus et que leur façon de s'oublier, c'est d'aller dans l'alcool. Alors ce qui est, par exemple... Quand on est alcoolique, souvent, moi j'avais un visage gonflé, comme ça, un visage gonflé par l'alcool, j'avais honte de mon visage. Pour oublier que j'avais honte de mon visage, je buvais. Ben oui. Donc, mais la boisson provoquait évidemment que mon visage enflait encore plus. Comme mon visage enflait encore plus, j'avais encore plus honte, j'arrêtais. Mais ça c'est quand on est déjà dedans. Mais vous aviez parfaitement raison, Joël, il y a une honte existentielle qui est là. Et en fait,
c'est pour ça qu'on ne peut pas dire comme ça, bon, arrête un peu de boire ou avec un peu de bonne volonté. Ça n'a rien à voir. La thérapie, comme je l'ai vécue, en ce qui me concerne, portait très peu sur l'alcool. Très très peu. J'ai fait une thérapie qui a duré 3 ans avec une psychologue et je parlais de ma vie dans son ensemble et en fait peu de l'alcool. Mais au fur et à mesure que les raisons disparaissaient, les symptômes disparaissaient aussi. Et l'alcool, c'était le symptôme, c'était pas la raison. Alors, en fait, pour sortir de l'alcool, il faut retravailler toute sa vie. Le regard que les autres portent sur nous. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. La reconnaissance qu'on cherche en permanence dans le regard des autres. L'amour qu'on cherche toujours dans le regard des autres et dont on n'a jamais assez. On veut toujours plus, mais on n'a jamais assez. Donc il faut accepter à un moment donné qu'il faut s'aimer soi-même. Il faut être en accord avec soi-même. Donc c'est tout un processus de libération, mais qui va beaucoup plus loin que l'alcool. Notre livre ne s'adresse pas aux alcooliques. Il s'adresse à toute personne qui est dépendante. On est tous dépendants de quelque chose. De l'argent, du pouvoir, de la reconnaissance, de l'amour, de sexe, de jeu, de l'alcool, des cigarettes, enfin... On est tous dépendants de quelque chose et pour moi, toute la vie est un cheminement vers la libération ou plus exactement vers la liberté et pas dans le sens qu'on va utiliser aujourd'hui un peu à travers, vers la liberté. Et un alcoolique qui apprend que cette étape est possible, de sortir de l'alcool, il a compris qu'il peut aller plus loin dans sa vie. Et je vous assure, vous allez découvrir non pas le paradis, ça n'existe pas, mais une vie magnifique. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Magnifique maintenant. Même ce qui n'est pas magnifique, c'est magnifique. Même les petites merdes qui nous tombent sur la figure, on arrive à les gérer parce que déjà on ne procrastine plus. On ne remet plus au lendemain. On reçoit une lettre, on l'ouvre. On gère, si vous voulez, comme disent les jeunes. C'est-à-dire qu'on gère rien du tout. Moi, j'ai retrouvé des factures de 1994 que je n'avais jamais classées parce que j'en avais rien à faire du courrier. Ils ne vous ont pas réclamé? Ah mais si, mais je payais, mais je gardais les choses en fait, je les gardais, mais pourquoi? J'étais une mendiante d'amour, J'essayais vraiment de capter l'amour des autres au maximum, sans y parvenir. Alors on pourrait écrire un livre, c'est un joli titre, Mendiante d'amour. Alors, je trouve aussi. On va passer à la troisième et dernière partie de l'émission, toujours avec Andreas Becker et avec Valérie Colomba. J'aimerais plutôt revenir sur Andreas là, pour le côté auteur. À un moment dans le livre, vous parlez de Bacon. Bacon. Est-ce qu'au niveau de l'écriture, il n'y a pas une perte d'inspiration? Parce qu'il y a beaucoup d'alcooliques qui écrivent. Pardon. Je crois qu'il a compris la question. On dit souvent, concernant Marguerite Duras ou Beckett, on les cite en disant que c'était des grands alcooliques. Bukowski. Et il a arrêté de boire quand même à la fin de sa vie. Et ils ont écrit des magnifiques livres parce qu'ils étaient alcooliques. De mon point de vue, c'est complètement erroné de penser comme ça. Ils ont écrit des magnifiques livres malgré le fait qu'ils étaient alcooliques. Et une femme comme Marguerite Duras, elle avait tellement de talent que malgré son alcoolisme, elle a écrit des grands textes. Mais quand on regarde un peu sa vie et ce qu'elle a écrit, d'abord, parfois, elle a aussi écrit des très mauvais textes, et Beckett aussi, et surtout, ses textes sont de plus en plus courts. Alors ce Beckett, on dit, il a écrit des grands romans quand il était plus jeune, autour de la cinquantaine, et après il a écrit des très courts textes. Mais pour moi, la raison, elle n'est pas du tout littéraire, c'est que quand on est alcoolique, à un moment donné, on ne peut plus construire dans la durée, comme ça, un récit. Il faut construire quelque chose, il faut dans l'espace, dans la chronologie. Donc on peut avoir des éclats de génie, un poème, un texte court, une nouvelle, mais construire vraiment Duras, un livre comme Barrage contre le Pacifique, je pense à la fin de sa vie, elle en était incapable. Donc je pense que c'est une légende, l'histoire de... Ce sont des gens qui sont tellement forts que malgré l'alcool, ils arrivent à faire des choses. Mais sans alcool, ils auraient mieux fait. Et alors, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez plus de difficultés à écrire après avoir arrêté l'alcool, ou est-ce que c'est ça que je veux savoir, si ça a changé l'écriture? Oui, ça a changé énormément mon écriture. Mon écriture aujourd'hui, pour faire un peu court, mais quand même pour répondre à votre question,
mon écriture avant sous alcool était une écriture contre. C'était une lutte, c'était une bataille, c'était très violent. Et je massacrais la langue pour me massacrer aussi moi-même. Donc c'était vraiment très physique comme ça. Depuis que j'écris sans alcool, mon écriture prend une autre tournure. Ça devient une écriture pour. Donc je n'oublie pas qu'un écrivain doit tout d'abord travailler la langue. Ça semble être banal, mais c'est quand même ça. Mais je fais ça dans un esprit plus apaisé. Je ne lutte pas avec la langue. Je laisse glisser, je laisse couler la langue, je laisse exprimer la langue, je laisse la place. Là où avant je hachais, je violentais la langue, aujourd'hui j'accepte une certaine douceur, un certain optimisme, une certaine beauté dans la phrase. Et c'est un processus qui est en cours. La castration était le dernier livre de l'époque avant. Ulla ou l'effacement est déjà dans le nouveau processus. Et Alcool, mon amour, c'était encore une étape supplémentaire. La castration, c'était dur. La castration était très dure, très violente. Mais c'était... Et le livre que je suis en train d'écrire va encore plus loin. Ça aussi, c'est une libération. Je ne suis plus obligé de lutter. Je peux accepter ce qui vient, et quand c'est une belle phrase, quand c'est je la laisse. Je vais pas. Donc oui, il y a très nettement une évolution dans mon écriture. Non, donc il y a très clairement une évolution comme ça dans ma vie, comme dans mon écriture, vers plus d'apaisement, plus de douceur. Parce qu'on dit aussi souvent, plus de narration. On dit souvent que ceux qui se droguent ou ceux qui prennent même des médocs, je veux dire, c'est pour avoir l'inspiration. Ça déplace. Donc pour l'inspiration, pour la fameuse inspiration, c'est beaucoup mieux de ne pas boire. Je me lève le matin très tôt, je suis de bonne humeur, je suis physiquement en pleine forme. Non, mais parce qu'on associe souvent les drogues à l'inspiration. Donc c'est bien de dire que ce n'est pas ça. Non. Les meilleures choses que Cocteau ait écrites, c'était En cœur de désintox, pendant qu'il arrêtait l'opium. On l'a rarement dit ça. Donc on a beaucoup d'empathie pour tous ces gens qui boivent. Il faut les regarder plutôt comme des malades et des souffrants et des honteux. Des compagnons d'infortune. Oui, et il faut souligner qu'avec notre livre, comme dans notre vie, on ne combat pas du tout l'alcool. Non. Ça fait partie de la vie. On ne veut rien interdire. On n'est pas d'accord avec l'industrialisation de la publicité. Oui, avec la loi Evin. Voilà, donc... Parce que, au début, on a aussi une certaine pression de la société, de boire un verre. Parce qu'en fait, tant qu'on boit, on ne compte pas comme alcoolique. C'est quand on arrête que tout le monde dit « dis donc, tu as un problème avec l'alcool ?» Et là, on dit « non, j'en ai pas, parce que j'en bois plus. » Comment ça, tu as un problème? Oui, non, tu n'en as plus. Et là, je dis « j'en ai plus. » Le problème. C'est ça. Donc, nous, on ne porte pas de jugement. Les gens veulent boire, se droguer, courir après l'argent, fumer, qu'ils vivent leur vie comme ils veulent. Nous, on n'est pas là. On dit tout simplement, en ce qui nous concerne, on est sorti de là et on a pris un autre chemin. Si vous voulez en savoir un peu plus, lisez le livre. Et nous-mêmes, notre groupe crée une association qui s'appelle les Mocènes, qui organise des lectures dans des associations, dans des foyers, dans des centres de post-cure, dans le monde non littéraire. M-O-T-S, scène comme une scène. Nous mettons en scène des mots qui font sens. C'est un projet qui est très ouvert. Si on veut nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Nous sommes absolument ouverts. Si on veut nous quitter, c'est avec plaisir aussi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'hierarchie. Tout ça, c'est très humain. Ça s'organise normalement, ça pousse harmonieusement. On ne court pas après les prix littéraires. On ne court pas après la rentrée littéraire, on ne court après rien du tout. On a travaillé dans une sorte d'amitié dans notre groupe qui est en soi déjà une expérience magnifique. Ça a donné ce livre. Maintenant, le livre va grandir petit à petit. On va faire des lectures. Alcool, mon amour, Andreas Becker, B-A-C-K-E-R, aux éditions d'en bas, pour aller plus haut. Merci Joël. Merci à vous. Merci Valérie aussi. Un mot pour terminer l'émission, Valérie? Écoutez, continuons comme ça jour après jour. On verra bien où ça nous mène.
Andreas, un mot? Oh bah après ce mot, c'est le mot de la fin. Je me joins à Valérie. Merci beaucoup. Merci.